Amadou Hampâté-Bâ, contes initiatiques Peul. Celui qui touche à un peul, que ce soit pour la paix, sinon il trouvera son compte. Les peuls n'ont point de houx. C'est avec les sabots de leurs chevaux qu'ils creusent les poquets dans la terre. Le bâton des peuls est plus meurtrier qu'un fusil. Ce qui déclenche leur colère, c'est de toucher à leur troupeau, qui est leur richesse, ou à la parure de leur femme, qui est leur honneur. À celui qui s'en approche, ils feront mordre la terre. Naissance de Djedo Dewal. Durant un temps si long qu'on ne saurait en dénombrer les jours, les Peuls vécurent heureux au pays de Élie et Yo-Yo. Mais à la longue, ils se rassasièrent tant de ce bonheur qu'ils en devinrent orgueilleux et se perdirent eux-mêmes. Ils en vinrent à se conduire de très mauvaise manière, certains ne respectaient plus rien, au point de se torcher avec des épis de céréales. Des femmes s'égayaient avec des animaux mâles, d'autres délaissaient l'eau, se baignaient dans du lait, elles s'en servaient même pour laver leur linge et faire leur toilette, la toilette de leurs enfants, laver leurs moutons de case ou les étalons à robe blanche de leurs époux. N'allèrent-elles pas jusqu'à utiliser de la farine de riz délayée pour badigeonner leur maison? Parfois, l'envie les prenant, elles sortaient nues dans la rue, balançant leurs croupes pour bien montrer leurs avantages. Des hommes les imitèrent et se mirent tout nus. Ils rencontraient les femmes dans la brousse pour s'y comporter comme des bêtes. Peu à peu, hommes et femmes refusèrent le mariage et s'en firent une gloire. Être célibataire devint un état normal. Ainsi vécurent le plus grand nombre des Peuls, sans qu'aucun avertisseur vînt les mettre en garde. Quand cet état de choses eut duré trop longtemps, Guéno se fâcha, ayant décidé que le malheur recouvrirait les Peuls pervers, il entreprit de créer l'être qui serait l'agent de ce malheur. Guéno prit un chat noir, si noir qu'il en noircit le charbon, et la nuit la plus sombre. Il prit un bouc puant au pelage de jais, puis un oiseau d'un noir profond. Il les brûla au moyen d'un rayon vert, mit leurs cendres dans une outre jaune, les pétrit dans une eau incolore, il plaça le mélange dans une carapace de tortue, une grosse tortue des mers profondes, puis il transforma le tout en un en fit un œuf. Il donna l'œuf à couver à un caïman à la peau dure, un vieux caïman chargé d'années innombrables. Le caïman couva, Guéno fit éclore l'œuf. Un être en sortit. Cet être, à la forme vaguement humaine, était doté de 7 oreilles et de 3 yeux. C'était une fille. Tout ce qui est venimeux et méchant, tout ce qui vit dans les forêts ou dans la brousse, qui séjourne dans les vallées, repose dans les fleuves, ou se cache au sein de la terre, grimpe au sommet des collines, ou se réfugie dans les cavernes, le mal qui réside dans le feu, celui qui se cache dans les végétaux, en un mot, tout ce que l'on prie Guéno d'éloigner de nous, tous ces êtres allaitèrent tour à tour la fille qui venait de naître. L'enfant grandit et devint une fille courtaude, vilaine à voir, aux oreilles mal formées. Aucune créature de cette terre n'a jamais vu de telles oreilles. La fillette monstrueuse reçut le nom de Djeto Dewal, Inabassi, la grande mégère septénaire, mère de la calamité. Elle apprit les 7 sons des paroles magiques. Elle connut toutes les incantations propres à commander aux esprits du mal, des 4 éléments et des 6 points de l'espace. Capable de prendre toutes les formes,
Elle se métamorphosait à volonté, plongeait les esprits dans le trouble. Ainsi enveloppée de ténèbres, entourée de tous les mauvais esprits et génies du mal, Njedo Dewal atteignit l'âge adulte. Un homme nommé Dandy, Piment, fils de Siti, Salpêtre, la vit et la demanda en mariage. Sa demande fut acceptée. Après leur mariage, les époux partirent habiter à Togal Balewal, la lugubre forêt noire. Dandy et Njedo Dewal engendrèrent 7 filles, chacune plus belle qu'un génie femelle. Un jour, Dandy rencontra Touquet, venin. « Ô mon Dandy, où vas-tu » lui demanda Touquet. Sans autre forme de procès, Dandy se jeta sur lui. Touquet se gonfla alors de venin et s'éleva comme une haute berge. Puis il se saisit de Dandy et lui serra le cou jusqu'à ce que son corps devint complètement froid. Près de là, des crapauds à l'arrière-train affaissés et au ventre de femmes enceintes avaient assisté à la scène. À leur tour, ils se jetèrent sur Touquet, le tuèrent et l'avalèrent sans en rien laisser. Des serpents, sortis on ne sait d'où, se précipitèrent sur les crapauds et n'en firent qu'une bouchée. Puis, ils s'empressèrent d'aller se cacher dans les trous. Alors des scorpions noirs, gros comme des petites tortues, attaquèrent à leur tour tous les serpents. Ils en triomphèrent et les avalèrent tous comme les serpents, tout comme les serpents avaient avalé les crapauds. D'où venaient ces scorpions ? Silence. Je vais le dire pour que les bouches puissent le rapporter à des oreilles. Ces scorpions sont plus vieux que Kilala lui-même, l'ancêtre du genre humain. Ils sont plus vieux que les éléphants, plus anciens que les plus vieux vautours, plus vieux que les baobabs, plus vieux même que certaines montagnes. Au jour lointain, où les premières gouttes de pluie tombèrent sur la terre, les scorpions étaient déjà là, et ils s'y sont lavés. Après quoi, ils s'enfoncèrent dans des excavations et attendirent que ce qui devait advenir advint, et les trouva là. Le début des malheurs. En ce temps-là, Njedo Dewal, instrument maléfique de la colère de Geno, s'était installé dans un abri fait de branches de tiaiki, cet arbre magique que la pluie dessèche et que la chaleur reverdit. Elle était là, 7 oreilles et 3 yeux bien ouverts. Quand elle toussait, des étincelles jaillissaient de ses poumons. Quand elle se grattait, des abeilles sortaient de son corps. Si elle respirait face à un arbre, il se desséchait. Si elle criait sur une montagne, la montagne s'écroulait, se brisait et devenait farine de terre. Ainsi tapie dans son abri, elle opérait ses sortilèges, lesquels répandaient leurs néfastes effets sur tout le pays de Eli et Yo-Yo. Un jour, des femmes peules qui s'étaient rendues au marché pour y vendre leur lait y trouvèrent des choses insolites. Des récipients remplis de crottins de mouton, de grandes écuelles contenant des excréments humains, de la bouse de vache et des cordillés de lézards, des gourdes remplies d'urines et de crachats, des tibias humains étalés sur le sol comme des tubercules de manioc. « Yo, yo !» crièrent les femmes peules. « Ce qui est répugnant et puant est entré dans le marché. » « Qu'est-il arrivé ?» se demandaient-elles les unes aux autres. Elles ne savaient pas que Geno venait de décréter leur châtiment et que Njedo Dewal, mère de la calamité, en était l'agent d'exécution. Quand les femmes regardèrent dans leur calebasse, elles virent que le lait y était devenu du sang et le pengal du pu. Elles s'enfuirent et rentrèrent qui à Eli, qui à Yo-Yo, clamant partout leur malheur. Ces événements extraordinaires vinrent aux oreilles du roi de Eli. À son tour, il en informa ses gens. Tous se rendirent à Yo-Yo, la capitale où résidait le grand roi.
Celui-ci convoqua les 22 Syllatigis et les 56 grands bergers du pays. Il leur demanda de dresser des thèmes géomantiques et de les interpréter afin de connaître la signification de ces étranges phénomènes. Après avoir exercé leur art, les Syllatigis conclurent qu'un grand malheur allait s'abattre sur le pays de Élie et Yo-Yo, car les anciens avaient dit « Malheur au pays quand le lait se transformera en sang et en pu, quand les excréments et l'urine se vendront au marché. En ce temps-là, le monde se transformera. Élie et Yo-Yo seront écrasés et moulus comme farine. Les hautes bergers des fleuves s'affaisseront, comme des murailles de Pisée, sous l'effet de la tornade. Les eaux des rivières descendront à l'étiage. Les forêts deviendront des déserts. Les grandes cités ne seront plus qu'un amas de ruines. Là où ruisselaient des cours d'eau, on ne verra plus que bancs de sable. Les grandes maisons à étages seront-elles des dunes amoncelées, d'autres semblables à des cavernes, à des nids de lézards, de chauves-souris ou de cancrelats. Dans les champs, les calebassiers comestibles ne donneront plus que citrouilles amères. Les femmes et les vaches deviendront stériles, saillables, mais improductives. Et si d'aventure elles enfantaient, elles n'allaiteraient pas leurs petits. Personne n'aura pitié de ce qui fait pitié. Personne n'aura honte de ce qui fait honte. L'homme n'œuvrera que pour lui-même. Il se donnera toujours raison, accusant son prochain de ses propres défauts. Chacun se vantera en dénigrant autrui, louant son propre travail, critiquant celui des autres. Tu verras les gens se parler et se sourire hypocritement, puis se moquer par derrière et s'insulter dès qu'ils auront le dos tourné. Les hommes ressembleront aux sarcelles pêcheuses quand l'un de ces petits canards plonge, les autres prient. Ô Guéno, noie-le, empêche-le de sortir de l'eau. Mais dès que le plongeur fait surface, ils lui disent aimablement : Nous avons prié pour toi. As-tu pris quelque chose ? En ce temps calamiteux, qui sera présidé par la grande mégère, se lèvera au nord l'étoile maléfique. Alors l'étranger qui descendra chez toi dira : Je ne partirai plus. Il fermera sa bourse, conservera son bien et vivra sur le tien. Mieux encore, le jour où il consentira à partir, il s'attendra à recevoir un cadeau. Oui, en cette époque maudite, les maîtres initiateurs coucheront avec leurs élèves féminines. Les amis intimes débaucheront les femmes de leurs amis. En ce temps-là, les femmes n'auront à la bouche que les mots « Je veux divorcer, je divorcerai » et « Tant pis pour les enfants issus du mariage ». En ce temps-là, les chefs, qui pourtant peuvent abuser sans risque puisqu'ils sont chefs, mentiront effrontément, et les plus riches ne répugneront pas à voler les plus pauvres. En ce temps-là, on croira que la terre est le ciel, et le ciel la terre. Telles étaient les prédictions.